Alors maintenant, je vais passer la main à Dr Jean-Michel Rosenstein, s'il veut bien, qui va nous présenter l'intérêt des synergies énergétiques sur la santé, homéopathie énergétique, méthode du docteur Sen. Voilà, bonne présentation, merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'homéopathie. Et on va aborder surtout des questions fondamentales. Vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans des détails techniques fastidieux. L'homéopathie, avant d'être quoi que ce soit, c'est d'abord un mot. Et donc, il a un sens. Et ça veut dire thérapie par les semblables. Et les semblables à quoi, me direz-vous ? C'est là qu'on peut donc faire un peu d'historique, et cette méthode a été fondée par Hahnemann, et donc au XVIIIe siècle. Oui. Et il avait découvert que lorsqu'on diluait des substances pour en atténuer les effets secondaires indésirables, est-ce qu'on avait toujours des effets cliniques, des effets thérapeutiques sur les substances diluées ? Et donc, quand vous avez fabriqué un médicament homéopathique qui se caractérise par une dilution infinitésimale, vous ne savez pas quel effet il peut avoir sur l'organisme humain avant de l'avoir essayé. Et c'est là toute la base de l'homéopathie. Donc les remèdes homéopathiques, pour savoir quels effets ils peuvent avoir sur l'être humain, eh bien, il faut l'expérimenter. Et donc toute cette expérimentation et la collection des modifications que les expérimentateurs pouvaient observer en prenant des granules, c'est vraiment la base expérimentale qui permet encore aujourd'hui l'exercice homéopathique. Et cette expérimentation permet aussi de découvrir les effets d'autres remèdes qui n'ont toujours pas été expérimentés chez l'être humain. Comprenez bien qu'on peut diluer homéopathiquement n'importe quoi qui se trouve sur Terre. Ce sont des remèdes qui peuvent appartenir au règne végétal, au règne animal et au règne minéral. Mais il ne faut pas oublier aussi le règne infectieux. On peut faire des dilutions homéopathiques de virus, de bactéries ou de parasites. Ces dilutions, d'ailleurs, de germes infectieux sont appelés des nosodes. Alors donc, je reprends, thérapie par les semblables, et donc semblable à quoi ? Donc, quand vous avez devant vous un médicament homéopathique dilué en 5CH, 7CH, 9CH, pour savoir quel effet il peut avoir sur l'organisme, vous donnez des granules à un patient et vous lui demandez de noter soigneusement les modifications qu'il a dans son comportement habituel. Et c'est ainsi qu'on a constitué un énorme stock d'informations qu'on appelle les matières médicales des remèdes. Et on a découvert donc, pour avoir une guérison d'un symptôme X ou Y, qu'on peut obtenir cette guérison en donnant au patient qui est malade le remède qui, quand on l'a expérimenté chez l'être humain sain, a donné exactement les mêmes symptômes que celui dont souffre le patient. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand le remède, sous-entendu ses effets collectés chez l'être humain, ressemble au patient comme 2 gouttes d'eau, eh bien on observe une guérison. C'est le fait expérimental que Hahnemann a découvert. Donc, cette pratique a intéressé beaucoup de monde, et au fil des générations, la problématique quotidienne de commerce avec les patients a permis à l'état d'esprit de la pensée homéopathique d'évoluer et de progresser
à mon sens, pour déboucher sur une technique actuelle que l'on doit au docteur Sen dans les années 1900, fin 70-1980, et qui a abouti à la technique la plus aboutie qu'on peut pratiquer aujourd'hui. Donc, le challenge de la consultation homéopathique, c'est de générer un remède qui ressemble au patient comme la clé doit ressembler à la serrure si vous voulez que la porte s'ouvre. A contrario, on peut même dire que quand vous avez un échec après une consultation homéopathique, c'est tout simplement parce que le remède que vous avez donné au patient ne lui ressemble pas assez. Il suffit donc de reprendre la consultation et d'essayer de repérer là où on ne ressemble plus où le remède ne ressemble plus au patient. Donc Hahnemann a commencé à faire ses expérimentations. Il a été suivi par plein d'autres. On peut citer un des plus célèbres, c'est le docteur Kent, James Tyler Kent, qui était américain. Il nous a légué des livres fondamentaux qu'aucun homéopathe sérieux ne peut ignorer pour s'initier à l'homéopathie. On a eu ensuite, avec la découverte, avec le progrès de la bactériologie, des praticiens qui ont commencé à étudier aussi les dilutions de bactéries. On peut citer des gens comme Bach et Patterson. Bach qui a aussi laissé les fameux élixirs floraux. Et puis le docteur Wheeler aussi, qui a été un des premiers à avoir eu l'idée d'expérimenter des dilutions de germes qui venaient de l'intérieur du corps et non pas de l'extérieur comme des germes pathogènes. Et puis les problématiques rencontrées dans les maladies chroniques, c'était le problème posé par les rechutes. Ou alors toutes ces problématiques que les ostéopathes, les psychologues, les psychiatres ou les médecins généralistes peuvent rencontrer, c'est que, par exemple, un ostéopathe dit « mais tu n'es pas tombé, tout ça, depuis la dernière fois que je t'ai vu, tu es de nouveau de travers, alors que tu n'as pas pris de chute, c'est bizarre. » Ou alors les gens qui ont besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre qui finissent par tout faire venir au conscient, mais qui finalement, ça n'a aucun effet sur eux, ils restent toujours aussi anxieux, aussi malades. Enfin bref, tous ces gens qui sont asthmatiques, dont on peut trouver les remèdes de crise en homéopathie, mais qui finalement, au bout de 40 ans, sont toujours asthmatiques, même s'ils le sont beaucoup moins, et même si on peut soigner leur crise avec des granules. Tous ces problèmes de rechute inexpliqués, qu'on ne pouvait pas réduire, finalement, ont posé beaucoup de problèmes à toute une génération, enfin beaucoup de générations de praticiens de quelque nature qu'ils soient. Et on avait notamment constaté, et ceci a été dû beaucoup à l'introduction du vaccin de la variole, donc il y avait des gens qui constataient aussi qu'après avoir attrapé telle ou telle maladie, ils tombaient plus malades qu'avant, et c'était impossible de revenir en arrière, et au fil des ans, leur état s'aggravait de plus en plus. Et donc tout ça a évolué dans les esprits de générations de praticiens pour aboutir à un homéopathe qui a fini par systématiser un petit peu la méthode et à mettre en évidence que les relations qu'il y a entre les bactéries intestinales, le système immunitaire, le psychisme de la personne, et ce que la médecine moderne a appelé la psychoneuroimmunologie, par exemple, et qui montre qu'il y a un continuum entre la bactériose intestinale, le système immunitaire, le système neuro-endocrinien et le système émotionnel, et que tout ceci ne constitue qu'un seul bloc. Et donc, pour vous présenter la méthode du docteur Sen, on s'est aperçu
que pour ressembler au patient le plus possible, puisque comme je vous l'ai dit, le remède qui peut apporter une guérison doit ressembler au patient comme la clé doit ressembler à la serrure pour ouvrir la porte, on s'est rendu compte, avant le docteur Sen, on prenait les symptômes du patient et on donnait le remède qui ressemblait à ces symptômes le plus possible. Mais il y avait quelque chose qui manquait là-dedans, c'était la profondeur de champ chronologique. C'est-à-dire que quand vous prenez les symptômes d'un patient, en réalité, aucun de ces symptômes n'est apparu en même temps. Le type, il n'a pas eu la migraine, la sciatique, les difficultés digestives et les insomnies le même jour. Vous vous rendez compte que chaque symptôme de chaque patient a une histoire propre, qu'il est apparu à une date précise. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, on n'était pas un remède au cours de sa vie. On s'est rendu compte que la vie d'un homme ou d'une femme, c'est en fait une structuration d'étape en étape depuis la conception, la grossesse, puis la naissance, et qu'ensuite, on se structure couche par couche, et un petit peu comme quand on coupe un arbre, on voit les cernes de dépôt qui représentent chaque année. Eh bien, on pourrait dire qu'un être humain, lui, il se constitue, il grandit, à tous les sens du terme, aussi bien au sens psychique que physique. Il grandit en se structurant d'épreuve en épreuve. Et on s'est rendu compte que à chaque épreuve, pour la résoudre, et pour que cette épreuve n'en soit plus une, qu'on n'ait plus les réactions, par exemple les épreuves, les phobies, une phobie qui disparaît, donc on est là, on a le cœur qui bat, l'adrénaline, la transpiration, tout ça, tous ces mécanismes psychoneuro-hormonaux très complexes, on pouvait arriver à des états où, mis dans la même situation, on n'a plus peur. C'est-à-dire qu'il y a une vraie transformation de toute la cascade des causes et des effets au niveau du système hormonal, du système nerveux, du cœur, enfin ça palpite plus, ça transpire plus, on reste calme. Tous ces changements matériels, on s'est aperçu que le corps faisait appel au savoir-faire du monde infectieux, viral, parasitaire ou bactérien, pour aider à changer toutes ces réactions et obtenir réellement une mutation. Et donc le docteur Sen, c'est finalement le premier qui a rendu reproductible une méthode d'analyse de nos rapports avec les virus, les bactéries et les parasites. Et on s'est rendu compte, grâce à lui, que en fait, chaque période de structuration d'un individu est centrée sur un remède et un nosode, qui est celui qu'il a été cherché pour survivre à son épreuve. Et ainsi, depuis bébé jusqu'à l'âge adulte, on empile des couches qui sont bornées par les épreuves qu'on a rencontrées et qu'on a été obligé de régler pour pouvoir survivre et continuer le chemin de la vie. Ce qui fait que maintenant, pour le traitement des maladies chroniques, l'idée qu'on a de la réalité ressemble encore plus à la réalité de la vie d'un être humain que la technique qu'on avait avant le docteur Sen, où on donnait un remède qui finalement compilait tous les plans sur un seul plan, comme un peu une photo. Donc une photo, on voit bien qu'il y a différents plans, mais en réalité, en épaisseur, il n'y a pas de profondeur de champ, c'est épais comme cette feuille, ça fait 1 millimètre. Avant, donc, la profondeur de champ chronologique de l'historique du patient, on ne la prenait pas en compte. Le remède ressemblait au patient, sauf dans la profondeur de champ et dans sa structuration historique. Tandis que maintenant, et c'était ça la bonne nouvelle, on peut réellement démonter un empilement de couches qui est centré chacune couche sur un remède et une toxine, dans le sens inverse où il a été construit chronologiquement au fil des ans. Et ça,
ça ressemble bien plus à la façon dont un homme se construit, y compris ses pathologies, ses points forts et ses points faibles, que ce qu'on faisait avant, en réduisant tout sur un seul plan. Donc maintenant, on a restitué la profondeur de champ chronologique de la structuration d'une personne depuis sa naissance, et on a aussi structuré la gestion thérapeutique des relations qu'on a avec les germes, les virus, les bactéries, les parasites. Puisque vous savez tous ici que le fondement de la condition humaine, c'est l'imperfection, c'est les points forts et les points faibles. En réalité, les points faibles pour les bactéries aussi. Chacun d'entre nous a une façon bien à lui de gérer certaines bactéries. Et certaines bactéries, certains sont très peu compétents pour les contrer, on va dire. Donc, il faut comprendre que quand on passe d'épreuve en épreuve au cours de sa vie, on fait rentrer donc des germes, des bactéries, des virus ou des parasites pour survivre à ces épreuves et modifier toute la chaîne de réaction psychoneuro-hormonale pour que cette épreuve arrête d'en être une. Et donc certaines bactéries bénéficient d'une tolérance immunitaire ciblée qui est mise en place par le système immunitaire, l'hypothalamus. Et certaines de ces bactéries rentrent dans votre système immunitaire pour vous aider à passer votre épreuve, mais vous ne savez pas leur dire comment ressortir. C'est ça qu'on entend par un point faible. C'est-à-dire que, puisqu'on a fait une analogie entre le remède et le patient, avec la clé et la serrure, si on veut que la situation se débloque, si on veut que la porte s'ouvre, le point faible sur les bactéries, je pourrais vous indiquer que ça ressemble, puisque l'homéopathie est un système analogique, ça ressemble un petit peu comme vous dépannez un ami qui vient chez vous à la maison, mais au départ c'était juste prévu pour 3 jours, pour une semaine. Mais au bout de 6 mois, il est toujours là. Vous voyez bien que ça va générer dans la maison un effet de présence qui peut être gênant, qui peut parasiter le fonctionnement de la maison. Et ce que Sen et les homéopathes ou les ostéos, enfin tous les praticiens de santé avaient découvert, c'est que quand vous êtes sur un point faible, vous êtes incapable de dire à cette bactérie, à cet ami qui est rentré chez vous, retourne chez toi. Donc vous ressentez un effet de présence qui va parasiter le fonctionnement de la maison ou du patient. Et on a donc découvert que quand vous avez une maladie chronique, elle est toujours due à l'effet de présence d'un étranger dans la maison. C'est-à-dire une bactérie qui est rentrée, mais que vous avez été incapable de dire de ressortir, parce que on a des points forts et des points faibles. Et on a donc posé l'hypothèse, et c'est plus qu'une hypothèse, parce que c'est une pratique quotidienne, que dès qu'une maladie est chronique, c'est en fait l'effet de présence, le parasitage, ce que les médecins appellent la maladie chronique, c'est le parasitage d'un étranger dans la maison, d'une bactérie dans le système immunitaire. Et ça permet donc d'avoir une vision du traitement des maladies chroniques beaucoup plus calquée sur la vie du patient, et ça lui ressemble beaucoup plus qu'avant une photo ressemblait au paysage qu'on photographie, mais en fait il n'y a pas la profondeur de champ. C'est un petit peu maintenant qu'on a rétabli la construction personnelle de chaque patient d'épreuve en épreuve. C'est un petit peu comme si on était passé du 2D au 3D. Maintenant, on a une profondeur de champ chronologique dans la gestion de la construction des maladies chroniques chez l'homme. Et donc, on va se retrouver avec 2 analogies. Le remède que vous devez prescrire au patient doit lui ressembler comme 2 gouttes d'eau. Et ensuite, il faut s'attaquer à la couche, à la dernière couche posée, c'est-à-dire la plus proche de nous. Et on va donc commencer par, un petit peu comme un oignon, à
la couche extérieure correspondrait à la dernière couche posée. Et on va revenir comme ça vers la naissance en enlevant tout le parasitage que la personne a pu laisser comme trace au cours de sa structuration au travers des épreuves qu'il a dû traverser dans sa vie. Et donc, c'est cette méthode qu'on pratique dans notre groupe à l'heure actuelle tous les jours. Et je dois dire que c'est vraiment très très intéressant pour la résolution de tout ce qu'on appelle maladie chronique. Je voulais revenir aussi sur le mot homéopathie, puisqu'on a dit qu'avant d'être quoi que ce soit d'autre, l'homéopathie c'était d'abord un mot et qu'il avait un sens. Cette pratique permet aussi de constater que l'expression « soigner une maladie », en réalité, elle n'a aucun sens, puisque une maladie est incapable d'ouvrir la bouche pour avaler des granules. C'est d'ailleurs pour ça, je voulais vous le dire, que vous n'avez encore jamais vu une maladie passer devant vous dans la rue et venir vous serrer la main. Parce qu'en réalité, une maladie, ça n'existe pas. C'est un concept. Or, on ne peut pas soigner un concept. Et vous, avec votre esprit mental, avec votre mental, vous prenez des symptômes du patient, vous les découpez du patient, vous les mettez dans un sac, et suivant ce qu'il y a dans le sac, ça ne porte pas le même nom. Angine, polyarthrite rhumatoïde, miction dyssynergique, par exemple. Et en réalité, on ne peut pas soigner un concept. La seule chose que vous pourrez soigner, c'est un être humain. Or, je voulais vous dire une deuxième chose. Si tous là, qui sommes ici réunis, on se mettait à manger pendant les 10 prochaines années dans la même assiette, le même plat, dans 10 ans, quand on sortirait de là, on ne serait pas tous devenus des jumeaux, ni des clones. Donc, je pose la question, comment on arrive à faire des édifices aussi différents que chacun d'entre nous à partir des mêmes matières premières? Bon, la réponse est simple. En réalité, aucune de nos cellules, de chacun d'entre nous, ne fait la même chose de ce qu'elle reçoit. Et ça porte un nom aussi. Ça s'appelle fonctionner différemment. Et personnellement, moi, c'est pour ça que j'adhère à l'homéopathie. Parce que chaque patient est différent. Chaque monde que vous rencontrez est différent. Il n'y a aucune règle. Les règles sont faites pour être démontées par un patient qui, lui, ne va pas fonctionner comme ça. Et c'est bien pour ça que plus les années d'expérience de pratique thérapeutique s'écoulent et plus on apprend de choses. C'est les patients qui nous ont tout appris, en quelque sorte. Et c'est pour ça que le concept d'avoir à donner un remède différent et d'avoir à gérer de manière différente les mêmes maladies chez des gens différents, moi, m'apparaît comme complètement évident. Et donc, depuis le docteur Sen, la mise en place de la profondeur de champ chronologique, de l'historique, de construction, de la réalité des faits, en fait, c'est rien de plus que ça. On remet en place la réalité des faits. Ça ressemble encore plus à la méthode géniale fondée par Hahnemann au XVIIIe siècle. Et c'est ce qu'on pourrait appeler donc ça la dernière version de l'homéopathie uniciste. Et je terminerai par ce mot d'unicisme. Comme je vous le dis au début, homéopathie, ça veut dire thérapie par les semblables. Et les semblables à quoi? Eh bien donc, ce qui va soigner le patient, c'est le remède qui, quand on l'a expérimenté chez l'homme sain, a donné les mêmes symptômes que le malade. Mais comme vous l'avez tous constaté, on a fait les expérimentations des effets des remèdes homéopathiques chez l'être humain, remède par remède. On n'en a jamais expérimenté qu'un seul à la fois. Donc, si homéopathie, ça veut dire thérapie par les semblables, à ce qui a déjà été collecté par l'expérimentation des remèdes, dès que vous donnez 2 remèdes, ça ne peut plus s'appeler de l'homéopathie, parce que ça ressemble à rien de ce qui a été expérimenté.
Donc, ça n'est plus une thérapie par les semblables. Donc, ça n'a aucun sens. Et comme je vous ai dit que le remède devait ressembler au patient comme la clé doit ressembler à la serrure, si on veut que la porte s'ouvre, à qui ça viendrait l'idée, devant une porte fermée, d'essayer de trouver la clé en mettant plusieurs à la fois dans la même serrure? À personne, à part à nos amis les homéopathes complexistes. Mais qu'ils n'y voient aucune reproche. C'est simplement pour vous expliquer pourquoi moi j'ai fait le choix de l'unicisme, parce que ça me semble obéir à des règles de création qui sont déjà pratiquées par nous tous. Donc je ne vois pas pourquoi j'utiliserais plusieurs clés pour mettre dans la même serrure. D'autre part, quand vous essayez de mettre dans une serrure la mauvaise clé, ça finit par bousiller la serrure. Vous n'êtes pas plus avancé non plus. Et donc, pour en finir avec ce concept d'homéopathie, c'est-à-dire de système analogique, la grande avancée aussi que constitue la méthode du docteur Sen, c'est qu'il a, par sa rencontre avec d'autres personnes comme Xiaolu, qui sont des grands érudits en énergétique chinoise, en fait, il a couplé la vision de l'homéopathie avec celle de l'énergétique chinoise, mais l'énergétique chinoise prise en tant que science fondamentale. C'est-à-dire comme la science fondamentale, c'est une science qui prétend vous expliquer les règles de création de l'univers et ce qui régit tous les phénomènes physiques ou chimiques que vous voyez autour de vous. Et l'énergétique chinoise, c'est vrai que ça semble un peu prétentieux comme ça, mais je crois que c'est quelque chose qui prétend ni plus ni moins que de vous parler des règles de la création. Et c'est vrai que, mais là, il faut rentrer dedans pour se rendre compte de ce dont je vous parle aujourd'hui. Je comprends que ça soit difficile pour un profane d'entendre ça, mais là, ça a donné une puissance d'analyse et donc une puissance de méthode de traitement des maladies chroniques par une meilleure compréhension des règles de la création qui, à mon avis, est la chose la plus puissante que je connaisse en thérapeutique. Et pour ceux que ça intéresse, j'engage vraiment vivement tout le monde à prendre connaissance du Tao de la médecine chinoise, qui est la vision de la création du monde et des règles de l'univers appliquées à la médecine. Et c'est ce que le docteur Sen a fait avec l'homéopathie. Et ça donne vraiment, comme je vous l'ai dit, la dernière version de l'homéopathie uniciste, qui est un pléonasme pour indiquer qu'on ne donne qu'un seul remède à la fois. C'est la version la plus puissante et elle ouvre des perspectives qui sont vraiment énormes et dont on ne fait que défricher les premiers pas actuellement. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur la thérapie analogique que représente l'homéopathie, et je vous remercie de votre attention. Merci, docteur.